Vous avez peut-être vu ce dessin de XKCD qui montre que beaucoup de projets reposent sur une petite librairie supportée par une personne au fin fond du Nebraska. Ce que montre ce dessin aussi, c'est qu'au final, nos projets sont un assemblage de plein de briques. Et parfois, dans cet assemblage, dans cet enchevêtrement de briques, très certainement solides, peut se dessiner un chemin inattendu, inconnu et qui peut être exploité par des personnes mal intentionnées. Mais alors, comment détecter ce genre de chemin? Faut-il arrêter d'empiler les briques? Et surtout, comment colmater une telle brèche? Pour répondre à ces questions de briques, je ne reçois pas Mirabel Madrigal, mais il s'y connaît en briques. Jean-Baptiste, bonjour. Bonjour Bruno. Cosa Vostra. Jarvis, drop my needle. Bonjour, je suis Bruno Soulez, je suis un dev, D-E-V, pour différents, extraordinaires et visionnaires. Bienvenue dans If This Then Dev, le podcast qui veut résoudre le problème avant de passer au dev. Chaque semaine, je recevrai un expert pour décoder un sujet ou une tendance de notre formidable métier d'artisan du numérique. Sans en faire un tuto, nous parlerons d'une techno ou de notre quotidien de dev. Une discussion sans boucle, sans condition, mais compilée, afin d'en comprendre tous les éléments avant de passer au dev. Ce podcast est une production Cosa Vostra, où nous codons comme nous accompagnons nos clients, en étant différents, extraordinaires et visionnaires. Alors Jean-Baptiste, qu'est-ce que tu pourrais te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient peut-être pas? Avec plaisir, je suis Jean-Baptiste Avia, j'ai été CTO et cofondateur de Screen, ce qui va nous intéresser pour cet épisode. Screen acquis par Datadog il y a à peu près 1 an, et avant ça, je suis un gros geek de sécurité, puisque j'ai commencé comme pentester et dans l'équipe sécurité d'Apple. Alors, tu vas effectivement nous raconter cet épisode un petit peu particulier de l'histoire de Screen, où vous avez connu du coup une petite faille. Avant ça, du coup, on va se faire peut-être un petit brief de ce qu'est Screen. Mais ce que je trouve marrant, c'est que vous êtes au final une entreprise dédiée à la sécurité. Tu es toi-même passionné de sécurité depuis longtemps. Et au final, tu as été aussi victime de ce genre de choses qui montrent bien que vraiment personne n'est à l'abri d'avoir ce genre de problème un jour. Avant de creuser du coup là-dessus, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce que fait Screen ? Absolument. Donc Screen, c'est une entreprise qu'on a fondée en 2015. Mon associé Pierre et moi sommes 2 passionnés de sécurité informatique. Et ce qu'on a fait chez Apple, c'était vraiment nous échiner à améliorer la sécurité des systèmes. Donc c'est un échange constant entre évaluer la sécurité des choses, expliquer aux développeurs comment s'améliorer, et puis il y a un cycle d'amélioration comme ça qui se met en place. On a voulu passer à l'échelle et nous concentrer à 100% sur automatiser le plus possible la sécurisation des applications. Et donc, on a commencé Screen avec comme objectif et comme la mission de l'entreprise, c'était de démocratiser la sécurité. Donc, on voulait quelque chose qui s'installe de façon triviale, qui fonctionne sans aucune configuration, pas besoin d'être un expert en sécurité pour démarrer ça. Et on voulait aussi que ça puisse protéger des applications sans que tu n'y dépenses un temps infini, ce que les gens, en général, ne font pas. Donc, la solution qu'on a choisie pour faire ça, c'est de se placer à l'intérieur des applications. Donc, contrairement à toutes les solutions de sécurité un peu legacy qui se placent en bordure, donc sur le réseau, dans un CDN, sur un reverse proxy, nous on se place vraiment à l'intérieur de l'application. Et ça nous permet d'utiliser toutes les informations, par exemple un appel à une base de données, une ouverture de fichiers, une allocation mémoire, plein de choses qui ont un sens d'un point de vue applicatif, qui nous permettent de déterminer si l'application est en train de faire quelque chose qui peut présenter une vulnérabilité, donc si un attaquant est en train d'exploiter cette vulnérabilité, ou si au contraire, peut-être qu'il y a quelque chose qui ressemble à une attaque dans ce qui vient de l'utilisateur, mais que en fait, l'application ne fait rien de vulnérable, et donc c'est une attaque ratée. Quand on prend les solutions précédentes, elles sont incapables de faire le distinguo entre une attaque ratée et une attaque réussie, et donc nous, c'est comme ça qu'on arrive à vraiment ne notifier les utilisateurs que des choses importantes. Mais est-ce que c'est pas important autant important de détecter une attaque ratée qu'une attaque réussie? C'est important, bien sûr, et c'est surtout important d'avoir une historique, parce que le jour où une attaque réussit, tu as peut-être envie de savoir ce qui s'est passé auparavant. Par contre, si tu regardes une application de base et que une application exposée sur Internet, et que si tu regardes le nombre d'attaques qui lui parvient, tu vas avoir plusieurs centaines à plusieurs millions d'attaques par jour. Si ces attaques ne sont pas réussies et que c'est que l'œuvre d'un bot qui a envie de chercher, par exemple, une faille Log4j Shell sur une application
Ruby ou .NET, qui va pas être vulnérable, en fait, tu n'as même pas envie de le savoir, ça ne t'intéresse pas. Peut-être que tu as envie de garder l'information pour plus tard, mais en tout cas, tu n'as pas envie qu'on te réveille la nuit pour ça. A contrario, si quelqu'un arrive à exploiter Log4Shell sur ta machine, bah, tu as besoin de le savoir. Et si tu es uniquement placé en bordure du réseau, tu peux pas faire la différence entre une attaque qui a réussi et une attaque qui a échoué. Pour ça, tu as besoin d'avoir beaucoup plus d'informations à l'intérieur de l'application. Donc c'était un positionnement novateur de la part de Screen, on en a évoqué dans le premier épisode que tu as fait avec nous, donc c'était le 126 ou 125, j'ai déjà oublié ce que j'avais remarqué. C'était le 125, je vous mets évidemment le lien en description pour que vous puissiez le retrouver facilement. Mais donc du coup, malgré le fait que vous soyez du coup dédié à la sécurité, vous avez du coup eu un jour une petite faille. Est-ce que tu peux... Alors, on va peut-être commencer déjà, est-ce que tu nous expliques rapidement quelle était la faille, après on va creuser un peu techniquement ce que ça voulait dire. Et après, ce que vous avez appris. Alors, la faille, peut-être que je vais raconter la genèse de la faille et comment on l'a... Donc, Screen, solution de sécurité. Une des choses qu'on connaît dans la sécurité, c'est que les failles existent et on en découvre au fur et à mesure. On ne peut pas certifier qu'un système est sécurisé parce qu'il y a des nouvelles techniques d'attaque qui vont naître, parce qu'il y a des nouvelles vulnérabilités qui vont être découvertes. Donc en fait, la sécurité, ça évolue. Screen, on l'a conçu avec ça en tête en se disant, OK, il va falloir que... on soit capable de mettre à jour les heuristiques de sécurité qui tournent dans notre produit. Donc ça, notre produit qui tourne dans les applications des gens. Donc ce qu'on a créé, c'est une façon, évidemment sécurisée, de distribuer des mises à jour sur les applications de nos clients. Donc ça, c'était très pratique pour eux parce que typiquement, tu as un besoin particulier, tu peux écrire une règle qui te correspond et la déployer automatiquement sur toutes tes applications. Super. Et nous, de la même façon, ça nous permettait, quand on voulait faire une mise à jour, déployer une nouvelle règle, protéger une nouvelle vulnérabilité, on peut l'écrire nous-mêmes et de la même façon, la déployer sur les applications de nos clients, avec leur consentement évidemment. Donc, une fois que ça a été fait, on l'a fait de façon très simple, sans se poser trop de questions. On a mis une clé publique dans les agents. On avait une clé privée qui était stockée de façon sécurisée chez nous, qui n'était pas du tout online. Et chaque fois qu'on voulait déployer une pull request, qui allait mettre à jour ce qui se passait dans les agents. Les quelques développeurs chez nous qui avaient la clé devaient la signer, elle était revue et ensuite elle était déployée. Si la signature était invalide, les agents rejetaient la payload qui leur arrivait avec les mises à jour. Donc c'est ce mécanisme qui était critique pour nous d'un point de vue métier qui un jour a eu un problème. Donc quel était le problème? On peut en imaginer plein là-dedans. On peut imaginer une faiblesse de l'algorithme de cryptographie. On peut imaginer que notre clé s'est fait péter par un ordinateur quantique, par exemple. On peut imaginer 1000 trucs. On peut imaginer que quelqu'un ait fait fuiter votre clé privée. Enfin, il y a beaucoup de possibilités. On peut imaginer tout ça. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'on a oublié de vérifier la signature dans une des briques logicielles de nos agents. Donc nous, on avait 7 agents, et là, l'agent qui posait problème, c'était notre agent PHP. Notre agent PHP, c'est un langage qui est très particulier parce que c'est... entre deux requêtes, c'est à peu près stateless, donc ça scale avec un nombre de process, donc en général un serveur PHP on peut se retrouver avec plus de 500 process, donc c'est quelque chose qui est très différent de la plupart des autres applications. Pour pallier à ces particularités techniques, on a créé un démon qui faisait un espèce de proxy entre tous les process PHP et nos serveurs. Et donc c'est ce démon qui était chargé de faire la vérification des clés, et quand on a développé ce démon en réutilisant le code d'un autre agent, on s'est planté en le pluguant simplement et on a oublié de vérifier la signature. Donc voilà, ça c'est le premier bug. D'accord bon, c'est pas dramatique, à la limite on pourrait se dire, parce qu'en fait on avait plein d'autres mécanismes de sécurité en place. Oui, parce qu'en soi, juste ce bug-là, ça constitue pas une faille en tant que telle. C'est-à-dire que tu vérifies pas forcément bien la clé, mais ça n'empêche pas que la clé, elle est valide. Et que l'ensemble du coup est sécurisé, c'est ça? En fait, ça veut dire que si tu signais avec une clé qui avait rien à voir, ou même si tu mettais 1, 2, 3, 4 dans la payload de signature, la payload aurait quand même été acceptée par cet agent-là. Donc si, c'est pas bien. C'était déjà assez critique. Par contre, comment tu fais ça? En fait, d'une part, il faut que tu pirates le back-end de Screen, en théorie, si tu veux réussir à faire ça, ou que tu sois un employé malveillant et que quand personne ne regarde, tu merges ta pull request, etc. Bon. Peu probable, mais pas impossible. Et puis, l'autre mécanisme de défense qu'on a, c'est qu'en fait,
les règles qu'on exécute, c'était du JavaScript. On le faisait tourner dans un V8 qui tournait donc en l'occurrence dans le démon. Et ce V8, voilà, c'est pas un node, c'est un V8 qui a aucune API, donc c'est du code pur qui s'exécute. Ce que ça peut, c'est prendre des entrées, les exécuter et retourner une réponse. Ce qui s'est passé, et je me demande si je vais pas un tout petit peu trop profond avant de... Non, bon, on continue comme pas ça. mal, on continue. Non, très bien. Donc ce qui s'est passé, c'est que le deuxième bug qu'on a eu, c'est que nos bindings entre Python et V8, dont l'auteur se trouve dans cette pièce, et c'est pas toi Bruno, avait une vulnérabilité, et que cette vulnérabilité en fait pouvait permettre en jouant sur des particularités de JavaScript, d'exécuter ce qu'on appelle un heap overflow. Donc la vulnérabilité, c'était quoi? Donc là, concentrons-nous juste sur le composant V8 et l'interface Python. Donc l'interface Python, elle reçoit un JSON, elle reçoit une structure Python plutôt, elle va la convertir en structure JavaScript en utilisant l'API de V8, et puis après V8 va faire son travail dessus en JavaScript. Si ce que ça prend en entrée, c'est un code JavaScript qui va réduire la taille du tableau avec en argument un tableau d'une certaine taille, le code C++ va allouer un tableau de cette taille-là. JavaScript va changer la taille du tableau, et imaginons plutôt qu'il l'agrandisse. Quand ça retourne, le bug dans les bindings, c'était qu'il mettait à jour la taille du tableau sans allouer les nouvelles structures du tableau. Donc en fait, l'attaquant pouvait aller écrire des choses qu'il voulait dans la mémoire. Et quand on a une écriture arbitraire dans une mémoire, en général, on peut se débrouiller pour aller faire des choses intelligentes. Ce qu'on arrive en général à faire, comme il y a plein de structures dynamiques dans V8 et que c'est du C++, on arrive à remplacer un pointeur de fonction par une fonction qui nous intéresse, et donc à aller exécuter du code arbitraire. Donc, si je résume où on en est là, l'attaquant publie une règle. D'accord? Imaginons qu'il est que ce soit un employé malveillant. Il publie une règle. La règle est descendue dans les agents. Elle n'est pas signée, c'est pas grave, puisqu'il y a un bug, l'agent ne vérifie pas la signature. Cette règle va ensuite exploiter ce bug dans les bindings entre Python et V8, et donc va permettre d'exécuter du code. Donc typiquement, qu'est-ce qu'on exécute comme code? On va exécuter quelque chose qui va se connecter vers un serveur contrôlé par l'attaquant, et qui va lui ouvrir un shell sur la machine distante. Bon, alors, quand on a un shell sur une application, c'est dramatique, puisqu'on a tous les privilèges de l'application, on peut accéder à la base de données, on peut écouter le trafic, on peut voler les sessions des clients, et on peut rebondir un peu plus loin dans l'infrastructure, etc. Donc en général, c'est mal. Donc ça, c'était les deux bugs. Le troisième bug qu'il faut exploiter pour tirer parti de cette chose, c'est un bug qui aurait dû être dans l'application des clients. Et là, c'est un bug qu'on appelle un SSRF. Donc le SSRF, c'est un bug qui se produit typiquement quand quand une application doit accéder au contenu d'une URL fournie par l'utilisateur. Un des cas d'école, c'est une application qui demande votre avatar, et puis vous pouvez mettre l'image d'un JPEG qui va être hosté sur Google Images ou sur je ne sais quel site d'image. L'application récupère le JPEG et puis l'utilise. Si à la place d'une URL comme ça, on met une URL vers un service interne, peut-être que l'application va essayer d'aller requêter un service interne. Donc, typiquement, ça va peut-être permettre à un attaquant de rebondir sur des services en interne. Là, ce qui s'est passé, c'est que si l'application, dans l'infrastructure du client, était vulnérable à un SSRF, l'attaquant pouvait s'en servir pour aller envoyer une rule au démon qui écoutait. Et donc, là, oui, parce que du coup, en fait, cette interface client que vous mettez à disposition de vos clients, elle est en interne chez vous. Et donc... Pas exactement. Pas exactement. Donc là, imagine bien qu'on protège une application, d'accord? Donc prenons un site, je sais pas. Imaginons que Apple ait son back-end qui soit écrit complètement en PHP, ce qui n'est pas exact. Mais Apple est protégé par Screen, ce qui n'est pas exact non plus. Donc
Ça veut dire que l'application qui tourne chez Apple, les process PHP sont protégés par Screen, et donc il y a le démon sur la machine d'Apple qui est présent. L'attaquant va donc exploiter un bug dans l'application PHP d'Apple qui va permettre de faire une requête en interne chez Apple. D'accord ? Qu'est-ce qu'il va choisir comme service ? Le démon PHP qui écoute. Et qui écoute quoi ? Qui va écouter les rules et qui donc va exécuter ces rules qui ne sont pas signés puisque premier bug, qui vont être transmises à la machine virtuelle V8 qui va être exploité par le heap overflow et qui va donc permettre à l'attaquant d'avoir un shell sur le serveur. Okay, donc c'est vraiment ces 3 bugs. Ouais. SSRF pour taper sur le démon qui ne vérifie pas la signature, V8 dont les bindings Python sont vulnérables à cela, et voilà, donc le game over, entre guillemets. Alors juste parce que du coup, le SSRF, c'est un truc que je ne connaissais pas. En fait, l'idée, c'est que tu utilises en fait un portail de l'entreprise en question qui te permet du coup d'accéder à l'interne, tout en restant à l'extérieur. Du coup, tu n'as pas besoin d'aller chercher une faille particulière pour rentrer. En fait, tu utilises un outil qui est en fait déjà en interne pour requêter un autre produit interne, et donc on suppose qu'il y a moins de règles de surveillance d'un outil interne vers un autre. C'est un peu le Exactement, un cas typique de SSRF. Donc un autre exemple que le retrieval d'images, c'est les webhooks. Ouais. Et donc ça, la plupart des gens qui font des webhooks ne se protègent pas contre les SSRF, d'où l'idée d'utiliser Screen ou Datadog AppSec entre parenthèses. Mais donc, quand tu fais un webhook, by design, ton client va mettre une URL et puis ton application va aller taper sur cette URL. Ce que les attaquants aiment bien tester, si tu es sur AWS, tu vas aller taper le endpoint 169, je ne sais plus quel est l'IP du endpoint interne AWS, qui va permettre de redonner les instances, je suis désolé, je perds les mots, les credentials de sécurité de ton instance EC2 en fait. D'accord ? Ton instance EC2 en général, quand tu la configures, tu vas pas mettre un rôle IAM dessus, tu vas lui faire assumer un rôle. Et si tu lui fais assumer un rôle, en fait ce rôle, tu vas pouvoir récupérer son token sur ce endpoint. Et c'est comme ça que fonctionne AWS. Quand une instance EC2 démarre, elle va récupérer ce endpoint et comme ça elle aura ce rôle qu'elle peut assumer. Donc toi en tant qu'attaquant, au lieu d'aller taper ton webhook sur api.mycompany.com, tu vas aller taper 192.168 machin, le endpoint AWS EC2, et tu vas récupérer les credentials de sécurité. L'attaquant a récupéré ça, et donc du coup, il est capable après de réutiliser ça dans sa console, et avec son client AWS d'aller taper sur des choses en interne. Donc ça, c'est un des cas d'usage du SSRF, et t'en as plein, puisque effectivement, ça te permet de taper sur tous les services internes. Il y a quand même un niveau de complexité assez élevé quand même dans cette faille. Déjà, c'est une succession de 3 bugs. Quelle est la probabilité que quelqu'un de malveillant découvre ce genre de choses ? Elle est très faible. Par contre, nous, si on a choisi de réagir de façon transparente, explicite à tout ça, c'est que en fait, on vient... Enfin, il y a une des probabilités, c'est que si quelqu'un l'a découvert en premier, en fait, rien ne nous dit que quelqu'un d'autre ne l'avait pas découvert avant. Tu ne peux pas savoir. Tu as une possibilité qu'un jour, quelqu'un devienne énervé contre Screen et puis se dise « Ah, je vais faire ça ». Tu sais pas, ça peut être un employé qui a quitté, ça peut être un concurrent qui est pas content, ça peut être un fonds d'investissement qui n'a pas pu investir. J'en sais rien. Donc, en général, quand une entreprise reçoit un rapport de sécurité, le réflexe c'est de se dire « Ouh, on ne veut pas le montrer, on ne veut pas le partager, ça pourrait nuire à notre réputation, c'est pas bien ». Et de facto, donc moi, en tant qu'attaquant, j'ai fait plein de rapports de sécurité à des entreprises, des bien plus graves. C'est la première fois que je me retrouvais de ce côté de la barrière, où c'est à moi qu'on dit mon coco, ton agent Screen là, qui tourne chez tous ses clients PHP, il a une vulnérabilité qui est pas très très agréable. Alors, parce que attends, tu nous dis que tu as découvert des failles qui étaient bien plus graves chez d'autres. Quand tu me dis qu'au final, la faille que vous aviez permet d'ouvrir un shell en interne chez vous, je me dis qu'il y a quand même un degré de criticité assez élevé. Alors, c'est pas chez nous, c'est chez nos clients. Chez vos clients. Ce qui est presque encore pire. Oui, parce que du coup, en termes d'image, c'est pas ouf. Est-ce que tu dis que c'est moins grave que ce que tu as pu voir ailleurs parce qu'il y a des trucs vraiment pires ailleurs, ou parce que tu le tempères par le fait que
la probabilité que quelqu'un découvre cette faille-là est au final assez faible. Non, la probabilité, elle n'est pas très grave, hein. Si tu prends des entreprises comme NSO ou des gens qui écrivent des malwares pour iMessage ou pour WhatsApp ou pour Signal, ces gens-là, ils ont des niveaux de complexité qui sont hallucinants, qui sont bien plus complexes que ça, et qui pourtant il faut prendre de façon très très sérieuse parce que les enjeux sont très très importants. Donc c'est toujours à tempérer face aux enjeux. Nous, l'enjeu pour une boîte de 90 employés, c'est potentiellement qu'on mette la clé sous la porte si on a une réponse qui est pas adaptée, ou si tous nos clients se font pirater en fait. Donc oui, l'enjeu me semblait très très important. A contrario, est-ce que ça aurait changé la face du monde si on avait eu un problème? Non. Par contre, si demain Amazon se fait liquer sa base de données d'achat, est-ce que ça peut changer la face du monde? Potentiellement oui, ça peut en dire beaucoup sur la vie privée des gens. Je vois. Et alors donc du coup, il y a eu comment est-ce que vous avez découvert cette faille en interne? On l'a pas découverte en interne. Ce qui est encore plus frustrant, absolument. Donc c'est un ami qui était pentester dans une entreprise parisienne, qui aimait bien Screen parce que il l'avait vu plusieurs fois pendant des pentests. Donc pentest, en 2 mots, c'est quand une entreprise veut éprouver sa sécurité, elle va faire appel à des hackers professionnels qui vont essayer de pirater l'entreprise et puis qui vont ensuite faire un rapport en disant voilà, on a trouvé ces vulnérabilités, on vous conseille de les prioriser ainsi. Donc pendant plusieurs pentests, il avait déjà vu Screen, qui l'avait embêté puisque ça l'avait empêché d'exploiter quelques vulnérabilités, des fois ça l'avait ralenti, donc voilà, mais il aimait bien le concept, on avait parlé pas mal, on avait déjà échangé sur plein de choses. Suite à ça, un jour, il m'a contacté en disant « Hey JB, j'ai une vulnérabilité dans Screen. Est-ce que tu veux qu'on en parle ?» Bien sûr, évidemment, je veux qu'on en parle. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que il avait trouvé une vulnérabilité sur Screen, et en fait, qu'il avait depuis quelques mois. Et il a attendu le jour où nous, on a patché cette vulnérabilité pour nous le dire. Donc en fait, on s'était rendu compte en interne qu'on avait un bug sur la signature du démon. On l'avait réglé en se disant c'est pas grave, de toute façon on a plein d'autres contre-mesures, c'est du JavaScript, c'est pas grave, c'est en interne, c'est pas grave, etc. Donc voilà, on avait dit ok, il y a un problème, mettez à jour, etc. Et voilà, c'était une mise à jour normale dans le cycle de vie de nos agents. Et donc lui, comme il a vu que le problème avait été patché, ça veut dire qu'il pouvait plus en tirer profit. Potentiellement, s'il voulait attaquer un de ses clients pendant un pentest en disant regardez, grâce à Screen j'ai pu rentrer, etc., il ne pouvait plus le faire. Et donc c'est pour ça que la vulnérabilité pour lui avait perdu toute valeur. Et donc c'est là qu'il nous a dit ok, regardez, en fait j'avais cette vulnérabilité et donc je vous partage tous les détails. Et donc on a pu collaborer avec lui pour justement avoir tous les détails, s'assurer que ça avait été bien réglé comme il fallait, etc. Mais donc c'est vraiment cette façon-là. J'ai eu de la chance que ce soit un ami et qui me le dise comme ça, parce que un des trucs un peu classiques dans le monde de la sécurité, si on tombe avec des gens un peu moins intelligents ou qui ont envie tout simplement de faire parler d'eux sans trop se poser de questions, il aurait tout simplement pu faire un tweet ravageur avec un write-up ignoble et dire voilà, regardez, Screen c'est nul, je l'ai trouvé, etc. Ce qui est marrant du coup, c'est que vous aviez corrigé une des failles qui du coup en fait au final bouche le trou, mais vous n'aviez corrigé qu'une sur les 3, en vous disant ouf, on a échappé le pire, c'est pas trop grave, en fait on a corrigé un truc, on aurait pu faire mieux, mais en fait on a évité le pire, tout va bien. Et vous avez découvert après coup qu'en fait la situation était beaucoup plus délétère qu'anticipé, quoi. Absolument, absolument. Et donc c'est pour ça qu'on a évidemment continué. Donc une fois qu'on a reçu l'avis de cette personne-là, ok, on a évalué la situation, on a tout corrigé et mis à jour le plus vite possible. Et ensuite, on s'est posé la question, ok, maintenant, comment est-ce qu'on communique ça avec nos clients? Sachant que, en général, les clients ne mettent pas à jour. Donc le fait d'avoir corrigé le bug pour nous, ça nous aidait pour les futures personnes qui allaient installer Screen très bien, ça nous aidait pour les 20% de clients qui mettent à jour régulièrement. Mais pour la grosse majorité des personnes vulnérables, c'était compliqué.
Donc ce qu'on a fait, c'est que on a décidé de répondre à tous nos clients et de leur dire, ok, attention, on a un problème. Donc on a passé beaucoup de temps à écrire un mail très très clair. J'ai réservé des CVE. Donc les CVE, c'est les identifiants qui sont distribués par un organisme qui permettent d'identifier chacune des vulnérabilités qui existent dans le monde, pour peu qu'on ait suivi ce process évidemment. Et on n'a pas donné le détail, hein, donc c'était to be defined, on les a juste réservés, et on a pu communiquer toutes ces informations à nos clients. La façon... en fait, on avait énormément de clients chez Screen parce que on avait toujours eu un free trial et on a toujours eu beaucoup de gens qui sont des chercheurs en sécu qui se sont amusés à tester Screen et à regarder comment ça fonctionnait. Ce qu'on voulait pas, c'était dire à toutes les personnes qui avaient installé Screen dans le monde, attention, on a une vulnérabilité. Parce qu'en fait, on avait nos clients principaux qui auraient été mis en danger par des chercheurs qui auraient pu se dire « Ah, il y a une vulnérabilité, ok, je vais l'exploiter et je vais essayer de l'exploiter chez des clients de Screen. » Parce que du coup, en fait... Ah oui, non, c'est-à-dire que vous aviez déjà corrigé la faille quand vous avez communiqué dessus, mais vous l'aviez corrigé uniquement pour les nouveaux clients. Parce que les gens sous réserve de mise à jour. Ouais, il faut que tu fasses apt-get update screen sur ta machine pour que ton serveur se mette à jour, quoi. Ouais. Et ça, en pratique, les gens, tu mets à jour ton app, tu vas peut-être mettre à jour ton PHP, mais tes package system, tu les mets à jour rarement, dans plein de cas. Et peut-être que tu vas les mettre à jour régulièrement, mais sur une fraction de ton infrastructure et pas sur beaucoup de services. Donc potentiellement, tu as toujours beaucoup de services vulnérables. Je suis clair, Bruno? Ouais, complètement. Ouais, ok. Tu t'es pas rassurant, mais t'es clair. Et donc la façon dont on avait, c'est ok, on a pris tous nos clients payants dont on savait qu'ils avaient vraiment, qu'ils étaient là pour des raisons business et pas pour des raisons de recherche en sécurité. On les a contactés en leur disant, bah voilà, vous avez ces instances-là qui sont vulnérables à ce problème. Le risque est très très limité parce que la faille n'est pas publique, parce que c'est compliqué à exploiter, il n'y a pas d'exploit public, parce qu'il faut que vous ayez une vulnérabilité dans votre application, le SSRF, etc. Néanmoins, on vous recommande fortement de mettre à jour. Et voilà notre plan d'action pour résoudre ce problème de sécurité dans le long terme et nous assurer que ça ne se reproduise pas. Ce qui est évidemment un mail difficile à envoyer, puisque, encore une fois, moi, pour la première fois, je me retrouve dans les chaussures de quelqu'un qui a fait une connerie, et c'est comme ça, hein, je veux dire, des bugs, on en fait tous, il y en a qui ont des impacts de sécurité importants. Et donc là, c'était un vrai problème. Donc ce mail que j'ai relu 50 fois, que j'ai partagé avec mon associé, avec nos employés, et donc voilà, quand on s'est mis d'accord, on l'a envoyé. Et de façon assez rassurante, on a eu beaucoup de retours positifs, qui étaient merci pour votre transparence, ok, on met à jour, très clair, on y va. Et donc, en fait, là où... tu vois, moi j'y allais vraiment la queue entre les jambes en me disant bon ok, on fait le choix de la transparence, voilà, c'est ce en quoi je crois, hein. Je pense que les problèmes de sécurité devraient être publics pour qu'on puisse les régler. Mais voilà, quand c'est ton entreprise, tes clients et les gens qui payent le salaire de tes employés, bah c'est difficile à faire. D'autant plus que tu es à la base d'une solution de sécurité, donc c'est d'autant plus compliqué, quoi. Absolument. Mais ce qui, à contrario, je pense, nous a aidé à montrer l'exemple et donc à être exemplaire de transparence. La transparence a toujours été une de nos valeurs. Là, ça a été by the word. Donc, on a fait cette première vague de mise à jour et donc moi, j'ai vérifié de façon quotidienne avec un script qu'on avait chez nous comment les clients mettaient à jour. Et donc, on a pu voir de façon assez satisfaisante le nombre de clients qui mettaient à jour de façon très très rapide pour les premiers 80% et les 20% qui ont été évidemment plus lents. Quoi qu'il arrive, ce qu'on avait dit, c'est qu'on leur laissait 1 mois pour la mise à jour avant, 2 mois d'ailleurs je crois, pour la mise à jour avant d'avertir le reste du monde de ce problème. Et avertir le reste du monde, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a repris 1 mois pour avertir tous nos clients qui étaient gratuits, donc
beaucoup de chercheurs en sécurité, mais aussi des petites startups qui avaient un free plan et des choses comme ça. Ce sont quand même des gens qu'on n'avait pas envie de mettre en danger. Donc on a repris un mois pour avertir ces gens-là en leur disant « Ok, dans un mois, on va rendre la vulnérabilité publique ». Et un mois après, on avait travaillé avec l'auteur de la vulnérabilité, et on a pu tout simplement écrire un beau blog post qui détaille comment est-ce que ça a été fait. Donc nous, on en a parlé chez Screen avec mon point de vue du CTO, ou ce qu'on a mis en place chez Screen pour justement changer beaucoup de process autour de ça. Et d'autre part, son point de vue de pentester à lui, qui explique comment est-ce qu'il a pu trouver tous ces problèmes, exploiter les vulnérabilités, le heap overflow, etc. Qui sont beaucoup de choses qu'il a fait, qui sont compliquées. Et c'était un peu ambigu parce que j'ai pris beaucoup de plaisir à lire son write-up et ses exploits, etc. Et j'ai été forcé de trouver ça beau et élégant, même si voilà, ça me faisait pas plus plaisir que ça. Est-ce qu'il y a pas quand même un petit peu de satisfaction de voir il a fallu déballer de tels trésors d'intelligence et d'ingéniosité pour trouver une faille dans ce que vous aviez créé? Ce que je veux dire, c'est que c'était pas juste une injection SQL. Tu vois ce que je veux dire? C'était quand même un peu plus très trapu que ça, quoi. Je pense que ce qui m'a fait plaisir, c'est voir de l'attrait que Screen créait chez des professionnels de la sécurité. Ça, c'est positif. Après, non, j'ai pas eu de satisfaction à voir que toutes les mesures de sécurité qu'on avait mis en place ont raté, et surtout que j'étais personnellement l'auteur de l'une d'elles, dans le C++ entre Python et V8. Donc non, j'ai pas eu ça. Par contre, on a passé un bon moment, je sais pas si c'est le terme, mais en tout cas la réponse qu'on a faite à cet incident a été intéressante parce que ça a permis de remettre à plat nos pratiques de sécurité, ça a permis de remettre à plat toutes les interfaces qu'on considérait comme sécurisées, notamment dans tout notre code natif et des choses comme ça, et donc donc de remapper l'ensemble de notre surface d'attaque chez Screen, qui est quelque chose que j'avais fait de façon très très intuitive au début de Screen, sans documenter rien, etc. À l'époque, on était deux, dont une personne qui codait et mon associé qui a très vite arrêté de coder. En fait, quand l'entreprise grossit et que les gens qui rejoignent ne sont plus des professionnels de la sécurité, puisqu'on a évité, c'était une de nos philosophies chez Screen, on veut construire un produit qui démocratise la sécurité. On ne peut pas construire ce produit avec des experts en sécurité, parce que sinon tu vas reconstruire le même produit, les mêmes choses qui existent, etc. Donc on a vraiment pris des gens qui venaient du monde produit, et le contrario, c'est que oui, il y a beaucoup moins d'affinités de sécurité chez ces gens-là. Et donc c'est ça qui force, et c'est le problème que toutes les entreprises ont, c'est ça qui force à faire un effort particulier pour t'assurer que les enjeux de sécurité sont compris par les développeurs, et que quand tu implémentes quelque chose, tu t'es posé la question de ok, que ferait un attaquant face à ce système. Donc, ce qu'on a fait ici, ça nous a permis de façon très tactique de arrêter de faire écouter le démon sur quelque chose d'autre que localhost, par exemple. Ça nous a permis de régler le problème entre le bridge JavaScript et Python, et évidemment de régler le problème de la qu'on avait déjà fait. Mais en tout cas, ce qu'on a ajouté, c'est un test d'intégration qui nous permettait de valider ça, par exemple. On a rajouté du fuzzing dans notre bridge. Du pardon ? Fuzzing. Le fuzzing, c'est un test qui va choisir des inputs aléatoires plutôt que des inputs que tu as déterminés. Et si tu choisis des inputs aléatoires, là où une fonction pour un entier, tu vas peut-être lui mettre -1 ou une string de 1 mégabyte. Et si tu vois des crashs ou des comportements qui sont inattendus, c'est que tu as un problème avec la vérification de tes inputs. Donc c'est une question sincère ou c'était Non, c'était vraiment une question sincère. Non, mais tu sais, parfois je suis une quiche sur beaucoup de sujets. N'exagérons pas, Bruno. Non, mais donc le fuzzing, c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé notamment dans tout ce qui est logiciel compilé, où ce genre de problème peut avoir des effets dévastateurs. Et typiquement chez Google, tu as des data centers entiers qui sont voués à la sécurité de Chrome ou de V8 en générant des cas de test de fuzzing. Ok.
quand je reviens du coup sur ces 3 maillons de cette chaîne de la faille, le premier maillon, enfin le point d'entrée, on va dire, sur cette faille SSRF, en fait, elle était, c'est pas chez vous qu'elle était cette faille-là, c'était si le client avait mis en place un système avec des webhooks du coup internes. Donc il y avait quand même une responsabilité, c'est-à-dire que tu avais peut-être beaucoup de clients qui n'étaient pas du tout concernés par cette faille-là parce qu'ils n'avaient pas cet outil-là. Oui, tu le sais pas, mais ce que je veux dire, c'est que peut-être. Et c'est ça qui nous a permis de pas nous faire harakiri tout de suite, si j'ose dire. Non, mais c'est que effectivement, si tu veux attaquer quelqu'un, bah ok, il faut que tu ailles comprendre son application, que tu trouves un SSRF dans son application et qu'ensuite tu ailles voir si tu peux taper sur des choses le intéressantes, démon qui est derrière. Tout à fait. Donc, effectivement, ça rend l'exploitation difficile. Est-ce que ça la rend impossible? Non, évidemment. Parce que, en fait, si un client a ce type de bug SSRF dans son système, a priori, qu'il est screen ou pas, il est faillible à quelque chose. En fait, ça peut lui porter préjudice à un moment. Absolument. Donc c'est sa responsabilité à lui, au final, d'avoir ouvert cette brèche. Si tu veux, c'est sa responsabilité à lui. Disons qu'il a un maillon de responsabilité dans l'échelle qui est pas nul, mais tu peux aussi dire il a le maillon de la responsabilité d'avoir installé Screen. Donc, non, c'est pas parce que, enfin, tu vois, tu introduis quand même une vulnérabilité supplémentaire, et d'autant plus que peut-être que ce client a un cas d'usage normal où les clients doivent avoir accès à son réseau interne. Je ne sais pas. Peut-être que by design, tous ces stagiaires ont accès à ça. Je ne sais pas. Donc tu peux pas imaginer ça, quoi. De toute façon, la sécurité. C'est l'image classique, c'est l'oignon, où tu as des layers de sécurité que tu ajoutes. Si tu peux pas te permettre d'ajouter une solution de sécurité quelque part qui t'ouvre un autre... Mais non, je cherche pas à vous dédouaner, c'est-à-dire qu'effectivement, en fait, tu peux avoir un bug SSRF en fait, qui n'a pas d'incidence parce qu'en fait, ton système au global, lui, est bien protégé contre ce genre de trucs. Si tu installes Crin, qui du coup est la faille qui permet du coup encore une fois, de percer cette nouvelle couche que tu peux avoir en interne de protection là-dessus, tu te retrouves effectivement avec toi en tant que charge de cette faille. Mais je trouve ça, alors, je vais pas dire marrant, peut-être mais pas bien trouvé, mais le fait que c'est pas entièrement de leur faute, c'est pas entièrement de ta faute, et ça montre bien que, en fait, c'est ça que je trouve fascinant avec la sécurité, c'est que à peu de choses près, aujourd'hui, c'est devenu tellement complexe. Tu vois, les mécaniques de protection sont devenues tellement complexes que les mécaniques en fait d'exploitation de failles sont devenues absolument godins. Et j'entends bien que une faille qui n'a que 3 étapes, au final, ce n'est que 3 étapes et c'est pas si compliqué que ça, parce que tu parlais tout à l'heure aussi de ceux qui ont des failles qui mettent des failles dans iMessage, WhatsApp et compagnie. Où là, je pense qu'on parle des niveaux de complexité qui sont absolument godins. Déjà pour moi, à mon petit niveau, je trouve déjà que réussir à trouver ces 3 failles et les exploiter les unes après les autres, je trouve que c'est déjà un truc assez ouf, quoi. Ça l'est, mais non, clairement. Par contre, au final, à quoi ça peut se résoudre, ces 3 failles? Ça peut se résoudre à un simple exécutable que tu vas télécharger et qui va permettre de les exploiter. Donc ce qui est difficile, c'est de les trouver, mais après, la mise en œuvre, elle est simple. Et si... est-ce que tu connais Metasploit? Donc Metasploit, c'est un soft open source qui est fait par une boîte qui s'appelle Rapid7, qui est spécialisé, c'est un framework d'exploitation de vulnérabilité. D'accord? Donc ce que tu peux faire avec Metasploit, c'est dire ok, je veux exploiter la CVE numéro machin, qui est ok, c'est un buffer overflow dans je sais pas, remote desktop sur Windows. Ensuite, je veux que quand c'est exploité, je veux utiliser un reverse shell, donc un reverse shell, le truc qui va se connecter chez moi, qui soit de tel type, tel type, tel type. Je veux qu'il y ait une furtivité en mémoire et je veux que ce soit pas détecté par les trucs réseau. Donc en gros, tu codes ça, c'est 3 lignes de commande, et automatiquement, ce truc va automatiser l'exploitation de cette faille de façon très très simple. Donc c'est open source, tout le monde peut le télécharger et aller exploiter des CVE comme il veut, de façon très simple. Donc le danger quand tu exploites quelque chose, enfin quand tu as une vulnérabilité quelque part, c'est que le code d'exploitation devienne disponible sur étagère et que tout le monde puisse l'utiliser de façon très très simple. Et donc tu n'as pas du tout besoin d'être un expert en assembleur ou en CPU pour aller exploiter des vulnérabilités qui pourtant ont dû être découvertes et exploitées par des experts en assembleur et en CPU.
Donc en fait, ce que tu nous expliques, c'est que la découverte du genre de faille, c'est un métier extrêmement complexe, extrêmement ardu, mais l'exploitation, c'est devenu un jeu d'enfant. Absolument. Mais c'est la direction de l'informatique aussi, hein, et de notre monde. C'est que c'était dramatique il y a 20 ans pour faire une application qui soit un site de e-commerce, par exemple. Aujourd'hui, on peut faire des sites de e-commerce sur étagère avec plein d'outils qui sont très simples. Et notre métier, c'est à tous d'abstraire de la complexité en ajoutant des layers qui sont simples, beaux, sécurisés, et donc l'exploitation des vulnérabilités va de la même façon. Moi, j'ai un exemple qui m'avait aussi marqué, je me rappelle, c'est un jailbreak d'iPhone où c'était sur Safari, on avait juste à slider pour dire root me, tu te rappelles? Bah, en fait, la complexité derrière était incroyable. Les jailbreaks, en général, c'est pas 3 failles, hein, c'est plus 5 ou 6 ou 7 failles qui sont mises bout à bout et exploitées. Dans le bon ordre et compagnie. Dans le bon ordre, avec des niveaux de subtilité et de complexité qui sont délicieux pour moi. Et donc, voilà, c'est un exemple de comment rendre une faille exploitable de façon simple. Et surtout, on imagine bien que encore une fois, si cette faille, tu es obligé de slider pour le faire, bah, tu peux très bien imaginer un JavaScript malicieux qui ne va pas te demander l'autorisation de slider pour l'exploiter. En effet. Donc du coup, vous avez révélé cette faille à vos clients, vous avez fait en sorte qu'ils se mettent à jour au maximum pour que tout le monde soit protégé. En traquant, en relançant dans notre CRM, absolument. Est-ce que du coup vous avez poussé aussi à ce qu'il y ait des audits qui soient faits pour s'assurer qu'il n'y ait pas eu d'exploitation qui a été fait, et du coup quels sont les résultats? Alors absolument, ce qu'on a fait, c'est dans notre tout premier mail, on a fourni la façon à nos clients de vérifier que leur système n'avait pas été exploité. Et donc ça, c'était un simple grep dans tes logs où tu pouvais tout simplement regarder si le endpoint n'avait pas été appelé. Et donc on a eu absolument aucune preuve d'exploitation de ça. Donc ça, c'était quelque chose qui évidemment a aussi rassuré nos clients, le fait de pouvoir valider que non, c'est bon, on n'a pas eu de problème dans le passé. Alors question très, très certainement un peu niaise, mais est-ce que quelqu'un qui aurait réussi à l'exploiter n'aurait pas réussi du coup aussi à effacer les traces de son appel à son endpoint? En théorie, oui, c'est possible. Alors là, ça demande encore plus parce que ça veut dire une fois que tu as fait ça, il faut que tu fasses une élévation de privilèges. Donc il faut que tu deviennes root pour pouvoir avoir les droits d'écriture sur les choses, etc. C'est pas impossible, effectivement. Et donc c'est to the best of our knowledge, rien ne s'est passé. Okay. Effectivement. Alors du coup, une fois que vous avez réussi à la corriger, à la déployer, à s'assurer que tous vos clients étaient safe, après il y a toute la partie apprentissage. Donc tu nous as déjà expliqué une partie de ce que vous avez mis en place pour corriger ça. Est-ce qu'il n'y a pas aussi ce qu'on appelle le biais du survivant? C'est-à-dire qu'en fait, tu as réussi à corriger, tu as eu la connaissance d'un problème, tu l'as corrigé, et tu te focuses énormément sur te dire qu'il ne faut pas que ça se reproduise, mais en fait, tu as peut-être peu de chances que ça se reproduise parce que tu l'as corrigé, et du coup, en te focusant trop là-dessus, tu laisses passer des trucs à droite ou à gauche parce que tu regardes pas au bon endroit. C'est possible. On a essayé d'avoir une approche holistique pour résoudre ça. Et donc, bon, ça tombe bien, c'est mon métier pour le coup, mais tu as raison. Donc, ce qu'on a fait, c'est définir la surface d'attaque de Screen. Donc, on a fait une mind map avec, OK, qu'est-ce qu'on a comme chose qui pourrait présenter des vulnérabilités chez nous. Donc, et là, c'est une liste qui est très, très longue. Ça va de l'employé malveillant à un employé d'Amazon malveillant, à une vulnérabilité dans notre runtime de Python qu'on utilise pour le démon, à un bug dans tel code, un bug dans une dépendance third party qu'on utilise, et donc tu en as 1000. Donc l'idée, c'est vraiment de mapper ces choses-là et ensuite de te demander, OK, quels sont les risques pour chacune de ces choses, quelles sont les mitigations que je peux mettre en place, et donc c'est ce qu'on appelle un exercice de threat modeling, où tu vas créer la liste des menaces et les prioriser et mettre en place les rémédiations de façon importante. Évidemment, t'as pas un temps infini, donc il faut que tu priorises. Tu peux pas te dire on va avoir une sécurité parfaite.
ça n'existe pas. L'idée, c'est tout simplement de te dire, ok, vraiment les choses les plus importantes ou les plus probables, on les a patchées de façon systémique, quoi. Ouais. Et comment tu t'assures que c'est patché de façon systémique? Après, tu vas utiliser tous tes outils classiques, ta CI, ton process de dev, peut-être ton template de pull request pour rappeler aux gens de faire cela et aux reviewers de ne pas l'oublier, tes tests d'intégration et ton dogfooding. Et donc, toutes ces choses-là vont te permettre d'avoir une approche systématique sur ce que tu veux mettre en place. Ouais. Ce qu'on a aussi fait, évidemment, c'est se dire, OK, on remet les choses à plat. On fait un pen test. Et donc, le pen tester qui nous a trouvé la faille initialement est venu avec un de ses collègues, et on avait la chance que ce soit quelqu'un qui connaisse déjà extrêmement bien Screen, et donc a pu passer 2 mois ou 1 mois au total à évaluer la sécurité du système, donc aussi bien des agents que de notre back-end. Et ça, quand on a un pen test, c'est une chance incroyable pour une entreprise, parce que ça permet de remettre vraiment à plat beaucoup de choses. C'est quelque chose dont on peut parler en amont, aussi bien nos clients, mais surtout en interne, où tu peux dire à tes employés, bon, toute l'équipe, là, on va avoir un pen test. À votre avis, qu'est-ce qu'ils vont trouver? Donc déjà, souvent, tu as des gens qui lèvent la main et qui ont déjà des idées. Donc, ok, très bien, on gira. Ça te permet de créer un backlog de sécurité important. Ensuite, les gens vont se poser la question, on va avoir un pen test, est-ce que ça, ils vont voir, comment est-ce qu'on peut faire ça? Ok, est-ce qu'on est sûr qu'on va réussir à les détecter? En l'occurrence, on utilisait Screen, donc sur la partie applicative, on n'avait pas de doute, mais tu n'as pas que ta partie applicative. Tu as ton cloud, tu as ta CI, tu as plein d'autres choses qui sont très différentes. Et donc, en fait, ça te permet de faire un cercle vertueux où les gens se disent « Ah putain, on va se faire attaquer, en fait », qui est un très bon mindset à avoir, et qui est d'ailleurs un mindset quand tu fais un threat modeling, c'est « assume breach ». Donc, tu dois toujours te dire « Ok, en fait, peut-être que ces systèmes que je ne contrôle pas, j'imagine qu'en fait, ils sont peut-être internes, mais en fait, ils sont malveillants, parce que peut-être qu'ils ont déjà été piratés. » Donc, tu changes complètement de point de vue sur ce que tu dois faire. Et puis, le pen test se produit. Donc, même pendant le temps que le pen test se produit, déjà, tout le monde est eager d'avoir les résultats et de se dire, OK, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Et puis, a posteriori, tu as une liste de vulnérabilités qu'ils ont trouvées. Donc, nous, il n'y avait plus grand-chose de très grave. La question, c'est, OK, itérons ensemble, qu'est-ce qu'on a raté? Comment est-ce qu'on va s'assurer que ça ne va pas se reproduire? Et puis, n'oubliez pas, on va refaire un pen test bientôt. Donc ça, c'était une des autres choses qu'on a mis en place. Et la dernière, qui est le pen test que j'appelle un peu récurrent, c'est le bug bounty. Donc on a pris un compte HackerOne, et il y en a plein d'autres, dont des Français d'ailleurs, et on a pu itérer avec eux de façon régulière pour essayer de trouver des vulnérabilités ailleurs. Oui, parce que ce mindset que tu évoques sur le fait qu'on va se faire attaquer, en fait, il faudrait l'avoir en permanence, parce qu'en fait, on est tout le temps sous la menace de se faire attaquer, en fait, quoi qu'il arrive. C'est absolument, et c'est toutes les bonnes pratiques de sécurité toutes les bonnes pratiques de développement, pardon, sont en train de migrer vers une approche un peu comme ça, où justement t'as déjà entendu le shift left, où on se dit ok, en fait la sécurité avant c'était que un web application firewall devant mon application. Ok, maintenant c'est plus ça. En fait, il faut qu'on ait des points de sécurité, des sondes de sécurité partout. Et une des sondes les plus importantes, c'est au début du cycle de développement, où en fait quand tu designes une feature, c'est très bien de te poser la question de est-ce que ça va être pérenne, est-ce que ça va scaler, est-ce que ça va bien répondre à mes besoins. Il y a l'autre question, c'est est-ce que c'est sécurisé, et que ferait un attaquant face à ça. Et donc, dans beaucoup d'entreprises, tu as cette phase qui s'ajoute à la phase de design, où tu as une personne de sécurité qui va pairer avec les développeurs et qui va leur dire « Ok, et moi je suis un attaquant, donc et si je pouvais faire ça, et si je pouvais faire ça ?» Et en général, rien qu'une heure dans une salle à se poser ces questions-là, entre quelqu'un qui est rompu aux exercices de threat modeling et une équipe de développeurs qui est peut-être qui n'a pas du tout l'habitude de ça, ça va aider à avoir une conversation extrêmement productive et à déjà avoir un premier changement d'état d'esprit chez les développeurs. Et donc ça te permet tout au long du cycle de vie de ta feature de t'assurer que ton design n'a pas oublié les choses les plus importantes. Ouais. Ce que je trouve fascinant et en fait j'adore pouvoir découvrir comme ça de manière aussi proche avec toi ce phénomène-là, c'est que les failles en fait aujourd'hui, je pense en grande majorité, tu vois, je pense que l'injection SQL c'est plus trop un souci
Je pense que la majorité des gens sont à peu près protégés contre ça. C'est pas ce que dit le rapport HackerOne de 2020. On va espérer. Je suis d'accord, c'est pas... Ce que je trouvais en fait, hallucinant, je reviens à ça, en fait, cet enchevêtrement de problèmes, de petits bugs qui unitairement sont pas si graves que ça, mais qui en fait au cumulé te font une chaîne. Et du coup, en fait, c'est comment est-ce qu'on peut prévenir ce genre de cas? Parce qu'en fait, tu vois, tu peux réussir à protéger de manière unitaire un truc, mais du fait, t'es pas à l'abri qu'un bug à côté fasse que en cumulé avec ton truc. Enfin, tu vois. Tu peux pas, évidemment, prédire l'alignement qui va faire qu'à la fin, tu as un game over. Parce qu'en fait, la seule solution, c'est de se dire, en fait, il faut que sur chaque module, sur chaque point unitaire de mon app, il faut que j'ai 0 bug, il faut que j'ai 0 faille. C'est la seule solution possible au final? Bah non, c'est pas possible. Tu peux pas te dire j'ai 0 faille partout. Ce que tu dois t'assurer, c'est que t'as pas de, c'est que tu dois minimiser le nombre de failles que tu as. Faut garder en tête que la sécurité parfaite n'existe pas, d'accord? Si tu veux te battre face à la CIA, c'est très dur. Hein. On parle de gens qui vont intercepter des colis et remplacer des CPU par des autres. Tu peux pas te battre contre ça, d'accord? Donc il faut savoir contre qui tu te bats. Ton objectif, c'est d'avoir la meilleure sécurité possible pour ton business. Donc, est-ce que tu cherches la sécurité parfaite? Non, et de toute façon, on ne sait pas l'évaluer. Donc, dont tu dois t'assurer, c'est que, ok, chacune de mes couches a la meilleure sécurité que je peux faire. Tu ne peux pas te permettre d'avoir une couche qui ait aucune sécurité et qui soit vraiment dramatique. Il faut avoir un effort minimal sur chacune de tes couches. Et c'est une question qui est, pour un système complexe et très très dur à évaluer, il n'y a pas de solution parfaite. La recette ou l'algorithme, entre guillemets, si tu veux augmenter la sécurité de ton système, bah, c'est ok, évalue les risques sur chacune de tes couches et ensuite tu priorises. Priorise, merci. Prioritises, non. Tu priorises. Et donc, ça, c'est une façon de faire très claire. Comment est-ce que tu peux évaluer tes risques? Bah, ok, soit tu vas revoir le code source, soit tu vas parler à tes développeurs, soit tu vas faire un pentest, soit tu vas faire un peu de tout ça. Mais effectivement, chaque fois que tu renforces une couche, bah en fait, ça renforce un petit peu la sécurité de l'ensemble. A contrario, quand tu rajoutes une couche, bah tu as un danger d'ajouter une couche qui soit complètement perméable et qui t'embête. Et alors, il y a un paradoxe. Et en sachant qu'on ne fait que ça, d'ajouter des couches, en fait. Quand tu dev une app, en fait, release après release, tu ajoutes une feature, tu ajoutes une couche, tu ajoutes un truc, tu ajoutes... Alors, quand tu ajoutes une feature, tu n'ajoutes pas forcément une couche. Hein. L'idée, c'est que ta feature, elle va essayer de réutiliser plein de couches existantes. Tu vas réaliser ta couche de database qui, hopefully, est un ORM dont tes devs ont lu la documentation. Elle va réutiliser peut-être les fonctions pour faire des webhooks qui ne sont pas vulnérables au SSRF. Et donc l'idée, c'est, voilà, une nouvelle feature, ça ne rajoute pas de couches, ça va réexploiter plein de couches. Mais au final, dans ce que tu décris justement, c'est que cette nouvelle feature, en fait, c'est un nouvel assemblage d'un ensemble de composants qu'on avait déjà à côté. Et c'est peut-être cet assemblage, en fait, qui aligne les trucs dans le bon sens pour que, aligné avec l'autre feature derrière, tu vois, c'est peut-être... Alors, peut-être... Alors, chaque fois que tu rajoutes une feature, par définition, tu vas agrandir ta surface d'attaque. Parce que oui, tu as potentiellement plus de bugs qui vont exposer plus de choses. C'est clair. Par contre, si ta nouvelle feature, elle réutilise plein de couches existantes, bah, potentiellement, tu vois, ces couches existantes qui sont standards, bah, tu continues à les mettre à jour, donc elles ont de moins en moins de vulnérabilité. Peut-être que tu vas toi-même avoir trouvé des bugs et fixer des bugs là-dedans. Peut-être que tu les as déjà fait pentester et que donc en fait, tu as déjà apporté des améliorations dessus. Peut-être que tu les as déjà fait auditer et que tu as trouvé des choses dedans aussi. Donc en fait, c'est là que tu vas bénéficier de réutiliser les mêmes couches régulièrement. C'est que, ok, tes couches se renforcent au fur et à mesure. Et donc, même si tu agrandis ta surface d'attaque en ajoutant de nouvelles fonctionnalités, tu peux continuer à sécuriser l'ensemble en continuant à mettre de l'effort. Et c'est un peu une histoire de dette technique. Si tu as une couche que tu négliges complètement, bah en fait, ok, au bout d'un moment, tu vas avoir plein de dettes techniques et elle va rendre tout ton ensemble impossible à faire évoluer. Peut-être que pour corriger ta dette technique, ok, tous les sprints, tu focuses un jour pour améliorer ou refactoriser ou changer cette couche-là. Bah, de la même façon, tu peux dire, ok, chaque sprint, on fait un de nos items dans notre backlog de sécurité et on met à jour les couches qui sont là.
Ce que je retiens aussi dans ce que tu as dit, tu nous as parlé de la CIA qui peut intercepter un paquet et changer des CPU. En fait, tu peux avoir un niveau d'exposition qui fait que tu es face à des attaquants qui ont des moyens illimités. En fait, c'est un peu ça l'idée, quoi. Illimité, je sais pas, mais en tout cas très très élevé, oui. Ça existe, bien sûr. Et que du coup, en fait, les moyens que tu dois mettre pour les contrer, c'est à peu près le même niveau, quoi. Eh ben, ça peut. Et c'est c'est une des raisons pour lesquelles tous les États ont envie d'avoir des clouds ou des infrastructures souveraines qui soient contrôlées par la France. Alors, c'est difficile quand on ne fabrique pas ces CPU et ces systèmes d'exploitation. Et c'est beaucoup plus facile pour les États-Unis, par exemple, où tu as un système qui s'appelle GovCloud, qui est un truc documenté, où si tu veux accéder à un système GovCloud, il faut que tu sois sur le sol américain, il faut que ce soit dans certains data centers AWS qui sont compatibles GovCloud, etc. Et après, ça devient des enjeux géopolitiques, où on sait bien que, oui, des États qui sont en compétition peuvent avoir des systèmes d'espionnage entre eux. Là, il n'y a rien de neuf, mais évidemment, sans surprise, ça s'applique également au monde du logiciel, du hardware et de l'informatique en général. Pour terminer, il y a une tendance dans le monde de la tech, j'en ai déjà parlé avec plusieurs invités ici, c'est souvent tu as plein de petites startups qui veulent faire comme ce que fait Facebook, comme ce que fait Spotify, parce qu'on se dit s'ils le font, c'est que c'est la bonne chose à faire. Sauf que un Spotify, un Facebook, un Google, ils ont des volumétries, ils ont des échelles qui sont disproportionnées, qui n'existent que chez eux. Et en fait, quand une petite startup veut faire du Facebook, ça n'a pas de sens parce que quand tu vends 3 t-shirts par mois, ça n'a pas les mêmes problématiques que quand tu adresses la moitié de la population quasiment tous les jours. Est-ce qu'au final, tu vois, ce niveau de faille de sécurité que vous avez chez Screen, tu vois, tu disais tout à l'heure en fait que l'injection SQL, en fait, on est loin de s'en être débarrassé, c'est encore quelque chose qui existe. Et en fait, ça correspond, on va dire, au petit site e-commerce, au petit site du coiffeur ou ton boulanger à côté. Est-ce qu'au final, le niveau de faille de sécurité que tu as pu connaître avec Screen, et au final dont vous protégez vos clients, ça concerne au final les 1% des devs, et que même moi aujourd'hui, en me posant ces questions-là ou en présentant à toute mon audience ce genre de problème, en fait, ça correspond à des problèmes que quasiment personne dans les gens qui écoutent ce podcast auront un jour. Alors, c'est une bonne question. Est-ce que les petites startups qui débutent doivent appliquer les mêmes mesures de sécurité que ce que font Facebook et Google ? Bien sûr que non. Et donc ça, c'est d'ailleurs quelque chose que je dis très souvent quand je rencontre des jeunes boîtes et que ta priorité quand tu commences, c'est de faire un produit que les gens veulent. D'accord ? Donc c'est tout. Est-ce que les gens veulent un produit sécurisé ? En général, non. Donc il faut que tu commences à faire un produit que les gens vont apprécier, vont vouloir acheter, et une fois que tu as trouvé un concept de produit qui fonctionnait, ok, peut-être que tes 10 premiers utilisateurs, ils ont des problèmes de sécurité. So be it, en fait. Si ton alternative, c'est je fais un produit sécurisé, mais en fait, j'ai plus d'argent et je peux pas, je dois fermer la boîte avant de pouvoir le vendre, donc tu as échoué. Donc oui, il faut prendre des risques et au début, il faut faire des choses comme ça. Il y a absolument aucun doute là-dessus. D'ailleurs, on avait fait une ressource qui s'appelle la CTO Security Checklist chez Screen, qui te disait, ok, en fonction que tu sois une startup en seed, en série A, en série B, tu as des choses à faire d'un point de vue sécurité très très différentes. Il faut que tu sois flexible là-dessus. Donc il n'y a pas besoin. Par contre, à contrario, si tu es une entreprise, peu importe ta taille, tu as un serveur qui est exposé sur Internet, il va se faire attaquer. D'accord ? Ça va pas être des gens qui vont vouloir cibler ta startup où tu es tout seul parce que tout simplement, ils ne te connaissent pas. Par contre, il y a des gens qui cherchent des IP et des noms de domaine et qui vont tout simplement t'envoyer des trucs. Si tu es vulnérable à un Log4Shell ou à je ne sais quelle vulnérabilité qui sortira demain, il y a une proba que ton serveur se fasse router. Est-ce que c'est grave si tu n'as que 2 clients ? Peut-être pas. C'est à toi de voir. Si par contre, tu gères les données financières d'AXA et que c'est ton seul client et que ça se retrouve sur Internet, c'est peut-être plus grave. Donc il y a toujours ce trade-off à considérer. Mais non, t'es pas à l'abri, il faut juste être conscient que le risque est peut-être bon à prendre. Je vois, top. Alors du coup, maintenant que vous avez réussi à patcher, alors c'était quoi ? C'était il y a 2 ans déjà cette histoire ? C'était il y a 2 ans déjà, ouais. Tout à fait. Depuis que vous avez patché ça,
Est-ce que c'est quoi l'impact 2 ans après? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes en mode maintenant c'est bon, c'est safe, on est serein, nos process font que ce genre d'enchevêtrement ne va pas se reproduire? Et d'ailleurs, ça me fait poser une question en même temps que je la pose. Est-ce que du coup, vous avez un espèce d'indicateur en vous disant on fait en sorte de boucher tous les trous qui sont à 3 étapes, tu vois, comme ce que vous aviez aujourd'hui, ou à 4 étapes ou 5 étapes, tu vois, est-ce que tu as un X étapes Ouais. Alors là, c'est beaucoup plus simple. On avait une politique de zéro bug sur nos agents, en fait. La chance, c'est qu'on avait plein de gens qui cherchaient des bugs pour nous. C'était nos clients. Mais donc, très régulièrement, en fait, c'est quand tu as, je sais pas, des centaines, peut-être pas des centaines, mais des dizaines d'installations par jour, c'est souvent que tu as un rapport de bugs sur un truc ou un autre. Donc, en fait, le coverage de nos agents était très, très largement testé. Et c'est la difficulté quand tu as un agent, c'est que c'est pas le code que tu fais tourner sur ton serveur avec ton Docker sur ta bonne instance EC2. Les agents, tu as des gens qui les font tourner sur de l'ARM, sur des toutes petites machines, sur des très grosses machines, sur du on-premise, sur un Linux qui a 15 ans, qui a même pas la bonne libc ou je ne sais quoi. Et donc on avait naturellement énormément de bugs qui flowaient. La plupart n'avaient probablement pas de conséquences de sécurité d'un point de vue bug, mais en même temps, on ne s'est pas posé la question non plus pour chacun. On fixait les bugs et c'est tout. Et notre raison pour fixer les bugs, c'est qu'on était à une époque où la croissance était très très forte, et si tu as aujourd'hui un client qui fait tourner du CentOS 5, tu as intérêt à ce que ton agent marche sur CentOS 5, parce que peut-être que dans 6 mois, tu auras 10 autres clients avec CentOS 5. Je vois. Et alors du coup, ma question c'était quoi? Oui, donc et maintenant que ça a été fait il y a 2 ans, c'est quoi ton niveau de sérénité sur ces sujets-là aujourd'hui? C'est très simple, on a jeté tout notre code et maintenant on est chez Datadog. Non, c'est une non-réponse. En fait, maintenant, on a arrêté de faire évoluer nos agents d'un point de vue technique. On a continué à fixer des bugs dessus parce qu'on a toujours des clients qui les utilisent. Mais effectivement, aujourd'hui, Screen, c'est devenu Datadog AppSec, qui est en public bêta. Shameless plug. Et donc, ce Datadog AppSec est complètement basé sur ce qu'on appelle les traceurs Datadog. Donc, c'est l'APM de Datadog. Donc, en fait, on utilise ça. Et donc, effectivement, du coup, on hérite de tout l'avance qu'avait Datadog d'un point de vue sécurité là-dessus. C'est une entreprise où il y avait plusieurs personnes par agent, quand nous, on en avait une seule. Donc, c'est vraiment une échelle qui est différente. C'est une entreprise avec des vraies équipes de sécurité interne. Quant à Screen, on était en train de se poser la question d'embaucher notre premier internal security. On avait des gens sur product security pour développer nos heuristiques et nos détections de vulnérabilité, etc. Mais on n'avait pas de personnes en sécurité interne, à part le CTO, quoi. Voilà, quel est notre niveau de confiance? C'est celui de Datadog, et pour avoir et communiquer de façon très proche avec les équipes de sécurité en interne, je le trouve très bon, et je trouve en amélioration rapide. Ouais. En tout cas, ce que je retiens aussi en enseignement, c'est cette honnêteté, cette transparence que tu as eu avec l'ensemble de tes clients, qui effectivement, là-dessus je suis d'accord avec toi, le meilleur moyen d'avancer dans ces sujets-là, c'est d'être transparent et d'annoncer à tes clients quand tu as un souci, plutôt que d'essayer de cacher, comme on le disait tout à l'heure, en disant il ne faut pas que ça se sache, et tout devrait bien se passer, quoi. Et à contrario, je pense qu'il ne faut pas crier au loup non plus, et chaque fois que tu as fixé un Jira qui avait peut-être une incidence de sécurité, c'est pas la peine d'en parler à toute la planète. Voilà, il faut savoir avoir cette balance pour mettre la gravité quand il y en a besoin, et garder les choses fluides quand on peut. Eh ben top, merci beaucoup JB pour tout ça. Je ne te reposerai pas la question si c'est plutôt espace ou tabulation. J'invite les gens à aller écouter l'épisode 125 qu'on a déjà fait, toi et moi ensemble, où tu réponds à cette question. Donc si vous mourrez d'envie de savoir si JB est plutôt espace ou tabulation, direction l'épisode 125, je vous mets bien évidemment le lien en description si vous écoutez cet épisode en podcast. Si vous écoutez cet épisode en podcast, on va s'arrêter là. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusque-là.
Je vous rappelle, donc pour participer au podcast, il y a le Discord, le Twitter, le Patreon, la boutique, le blog, le LinkedIn, TikTok, Instagram, Facebook. Bref, à peu près partout, on fait plein de trucs et on s'éclate. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur la plateforme que vous préférez. Il y a quasiment tout en description. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, codez bien. Merci d'avoir écouté cet épisode de If This Then Dev et merci à toute mon équipe de Cosa Vostra à la production de cet épisode. Merci aussi à Alan, Ada, Linus, Bill, Steve et Steve de nous avoir ramenés jusqu'ici. Si ce podcast vous a plu, committez-vous en vous abonnant, déployez-le autour de vous et vous pouvez aussi nous faire une petite code review en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. La conversation continue bien sûr avec vous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, chacun sa techno, @ifthisdendev ou @bibear, B-I-B-E-A-R. Vous retrouverez aussi tous nos épisodes sur notre site ifttd.io. Et enfin, si vous avez besoin d'une agence pour vous accompagner ou si vous souhaitez rejoindre une équipe tech passionnée et passionnante, écrivez-moi sur bruno@cosavostra.com. Merci à tous.